Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, ou plutôt je vais vous rappeler pour ceux qui ont la mémoire plus longue, les différentes périodes de l'histoire. Quelqu'un peut-il me dire combien est-ce qu'il y en a en tout ? Évidemment, il y en a 4, mais attention de ne pas oublier la préhistoire, qui ne contient, par contre, qu'une seule période. Alors, pour commencer, je vais vous parler de la période que l'on appelle la préhistoire. L'univers existe maintenant depuis plus de 14 milliards d'années, suite à l'apparition du Big Bang. Vous devez bien vous douter que tout ne s'est pas créé en un seul jour, ou même en une seule année. Il a fallu des milliards d'années avant que notre système ressemble à celui actuel, et donc des milliards d'années également avant l'apparition des premiers hommes. C'est à l'apparition des premiers hommes que l'on va parler de préhistoire. Soit on considère que la préhistoire commence il y a 4 millions d'années, lorsque nos plus lointains ancêtres, appelés Australopithèques, apparaissent, soit on considère que la préhistoire commence il y a 200 000 ans, c'est-à-dire quand l'homme se rapproche le plus, physiquement, des hommes actuels. Ceux-ci sont appelés des Homo sapiens sapiens. Restez bien attentifs, nous allons découvrir comment vivaient ces hommes et vous allez voir, on dirait presque qu'ils ont vécu à des milliers d'années de notre époque. Tout au long de la préhistoire, l'homme évolue peu par rapport au nombre d'années que couvre cette période. À cette époque, les hommes vivent surtout de la chasse, de la pêche et de la cueillette. De plus, ils n'ont pas d'habitat fixe, c'est-à-dire qu'ils sont nomades, car ils se déplacent en fonction des animaux qu'ils chassent. Ils vivent dans des tentes de peaux de bêtes, sous des rochers ou à l'entrée des grottes. Pour fabriquer leurs armes et leurs outils, ils utilisent les os et les cornes des animaux. La préhistoire se termine par l'invention de l'écriture. C'est à ce moment-là que débute la deuxième période, l'Antiquité. Nous rentrons enfin dans les périodes de l'histoire. L'histoire ne commence pas avant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'écriture permet enfin de décrire la vie des hommes. C'est grâce à cela que l'homme a pu communiquer avec les autres et laisser des traces, c'est-à-dire laisser des informations aux autres afin de voir comment est-ce que les hommes vivaient. De plus, c'est à partir de cette époque que les hommes commencent réellement à évoluer. C'est pour cela que l'histoire ne commence qu'à partir de maintenant, avec, comme première période, l'Antiquité. Pendant l'Antiquité, la France se prénommait la Gaule. Elle était habitée par les descendants des peuples de la préhistoire. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, les Celtes venus du centre de l'Europe ainsi que les Grecs venus de Méditerranée arrivent également en Gaule. Les Gaulois formaient un même peuple mais étaient divisés en différentes tribus qui se faisaient souvent la guerre. Les Gaulois vivent dans des villages ouverts ou fortifiés. Ces derniers sont appelés oppidum, à l'intérieur desquels on retrouve des maisons. La maison des Gaulois est de forme carrée et est construite en bois et en torchis. Le toit est fait en paille ou en roseau. Seulement 2 pièces occupent la maison, une pièce pour garder la nourriture et l'autre pour y vivre. Dans la société gauloise, on retrouve 3 catégories de personnes. On retrouve par niveau de hiérarchie, c'est-à-dire de l'homme qui a le plus de pouvoir à celui qui en a le moins. En premier lieu, les druides, qui s'occupent de la religion. En second lieu, il y a les guerriers, également appelés les nobles, qui partent en guerre avec une troupe de compagnons. En dernier lieu, on retrouve les gens du peuple qui se mettent au service des nobles. Ils sont comme des esclaves et ne peuvent jamais donner leurs avis. Parmi ces gens-là, nous retrouvons des agriculteurs, des éleveurs et des artisans. On peut également parler des vêtements des Gaulois. La plupart d'entre eux étaient habillés avec un pantalon, une tunique, une cape en peau ou en tissu et un manteau à capuchon. Il faut savoir que depuis 120 avant Jésus-Christ, l'Empire romain est en train de conquérir l'ensemble de la Méditerranée. À partir de 50 avant Jésus-Christ, c'est au tour de la Gaule d'être envahie. Jules César, le chef de l'armée romaine, s'empare de la Gaule avec son armée. Les Gaulois vivent maintenant sous la domination romaine et se mettent à vivre comme eux. Les Romains amènent diverses choses à la Gaule. La Gaule devient une province calme et développée. Les Romains bâtissent des villes, des routes, des ponts et des ports pour faciliter le déplacement des armées et favoriser le commerce. Les Gaulois finissent par adopter le mode de vie des Romains. Les Gaulois deviennent alors des Gallo-Romains. Petit à petit, les villages gaulois se transforment en villes gallo-romaines. Au centre de la ville se trouvait une place centrale. On y trouve également des équipements pour assurer le confort des citadins ainsi que de nouveaux monuments aux origines romaines. On peut donc dire que l'arrivée de l'Empire romain a permis aux Gaulois de faire un pas en avant dans leur manière de vivre. La fin de l'Antiquité est marquée par la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ.
Les Germains, appelés aussi les peuples barbares, se trouvent contraints d'envahir l'Empire car les Huns, un peuple cruel venu d'Asie, n'ayant aucune pitié pour les hommes, sont en train d'envahir les territoires germains. Les barbares s'installent alors dans l'Empire romain, ce qui contribue à la chute de l'Empire romain. C'est à partir de ce moment-là que commence le Moyen-Âge. Au début du Moyen-Âge, une série de rois dirige l'Empire et est marquée par beaucoup de violence et de guerre. C'est à partir du Xe siècle qu'un nouveau système de hiérarchie est mis en place appelé la féodalité, ce qui n'enlève pas la violence de l'époque, mais ce qui permet d'avoir une structure sociale plus cadrée. Le roi n'arrivant pas à gérer à lui seul le territoire par son importance, il désigne des seigneurs qui seront responsables de certaines terres, appelées seigneuries. Une seigneurie est un ensemble de maisons rassemblées autour d'un château. On peut également voir une série d'activités agricoles. Les paysans travaillent dans les champs, dans les élevages ou encore dans un moulin. Une seigneurie est un village de paysans. On remarque la position du château qui domine le village par sa hauteur. En résumé, c'est un village paysan soumis à l'autorité d'un seigneur. Le château est en fait l'habitation du seigneur et de sa famille. Les châteaux sont fortifiés, c'est pour cela que l'on appelle cela des châteaux forts. Cela permet au seigneur, à sa famille et à ses soldats de se défendre contre l'attaque des seigneurs rivaux. En cas d'attaque, les villageois ont également le droit de se protéger dans la première partie du château. En échange de cette protection militaire, les paysans doivent payer des impôts au seigneur. Le seigneur a également le pouvoir de juger les crimes et les délits des paysans qui habitent dans la seigneurie. Nous avons dit précédemment que la seigneurie était un espace agricole. Toutes les terres de la seigneurie appartiennent au seigneur, mais une partie des terres est attribuée aux familles paysannes. Les familles ont donc à leur disposition une maison ainsi qu'une parcelle de champs qui leur permettent de se nourrir. En échange de cela, les paysans doivent alors payer chaque année des redevances au seigneur, en argent ou en nature, c'est-à-dire donner une partie de leur récolte. Cela permet au seigneur de se nourrir ainsi que de payer des vêtements. Voici comment fonctionnent les seigneuries du Moyen-Âge. En plus de cela, on peut dire que la société était divisée en 3 ordres. La première sont ceux qui prient, c'est-à-dire l'Église. À cette époque, l'Église a une place prépondérante dans la société. La seconde sont ceux qui combattent. On retrouve dans cette catégorie les seigneurs, les princes ou les chevaliers. Les seigneurs, comme dit précédemment, vivent dans des châteaux. Ils sont entourés de chevaliers, ils organisent des festins, des chasses et des tournois. Les chevaliers du Moyen-Âge sont des soldats riches qui possèdent un cheval, une épée et une armure. Ils sont sous les ordres d'un seigneur qui les loge. En contrepartie, les chevaliers suivent le roi dans ses expéditions militaires. La dernière sont ceux qui travaillent, c'est-à-dire les paysans. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les paysans forment les 90% de la population. Les paysans doivent travailler dur pendant toute l'année afin de pouvoir nourrir leur famille. Les paysans ont une série d'impôts à payer au seigneur ainsi qu'à l'Église, ce qui fait qu'ils sont souvent pauvres et n'ont plus toujours assez de réserves de nourriture pour leur propre famille. Le début des temps modernes est marqué par les grandes découvertes territoriales. L'ouverture des mers et les progrès en matière de navigation permettent aux Européens de partir à la recherche de nouveaux territoires. Les temps modernes commencent en 1492 car c'est l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais une quantité d'autres navigateurs sont également partis en mer. Les causes des grandes découvertes sont diverses. Tout d'abord, le fils du roi du Portugal décide de savoir quelles terres s'étendent au-delà des îles Canaries. À l'époque, personne ne sait qu'il existait des terres au-delà de cette île. Ensuite, il souhaite savoir s'il existe des ports où l'on pourrait rapporter des marchandises moins chères. La dernière raison est d'étendre le christianisme, c'est-à-dire la religion chrétienne. Les expéditions maritimes ont permis d'amener beaucoup de nouvelles choses en Europe. Les hommes ont commencé à se faire une idée plus correcte du monde, car plusieurs terres ont été découvertes, ce qui a également permis aux hommes de découvrir une série d'aliments et matériaux que l'on ne connaissait pas avant, comme par exemple des matériaux précieux, de la soie, des épices, du cacao, le tabac, les tomates, les pommes de terre et bien d'autres choses encore. De plus, cela a permis de découvrir que la Terre n'était pas plate, mais bien ronde. Mais ce n'est pas tout. À l'époque des temps modernes, quelques inventions sont apparues. L'imprimerie a vu le jour. Ce n'est donc plus des scribes qui doivent retranscrire les textes à la main, mais bien les nouvelles machines qui permettent de retranscrire des textes plus rapidement et en plus grosse quantité. Grâce à cela, les hommes augmentent leurs connaissances car ils ont accès plus rapidement au savoir. De plus, les machines à vapeur voient également le jour. Malheureusement, l'installation des Européens dans les nouveaux territoires n'apporte pas que des choses positives.
Les Européens exploitent les richesses des indigènes en utilisant la violence et essayent d'imposer leur religion, toujours par la violence. En plus de cela, les Européens ramènent les Africains en Amérique dans le but d'en faire des esclaves. Les esclaves vivaient dans des conditions de vie atroces et étaient utilisés par les Européens pour avoir de la main-d'œuvre supplémentaire. Les temps modernes se terminent en 1789 suite à la prise de la Bastille, où débute la Révolution française.